Bon, l'heure fatidique a sonné, on va commencer. Donc, j'avais commencé lors de la dernière leçon à examiner la nature des collectifs que j'ai appelés monospécifiques, c'est-à-dire composés chacun d'un même type d'être, humain ou non humain. Des collectifs, donc, ontologiquement différenciés par les dispositions physiques internes de leurs membres, mais néanmoins différenciés aussi par des régimes alimentaires, par des formes d'habitat, etc. Et par contre, régis par le même type d'institutions indépendamment de la nature ontologique, en somme, des composantes. Ces collectifs qui fonctionnent en régime animiste peuvent être définis en première approximation comme des tribus-espèces, c'est le nom que j'ai choisi au fil du temps, dont tous les membres se voient comme des humains, quelle que soit par ailleurs leur forme générique, tandis que chacun de ces collectifs n'apparaît avec ses caractéristiques singulières qu'aux yeux des autres collectifs. Autrement dit, et c'est une des caractéristiques de ces collectifs, monospécifiques et animistes, l'identité d'un collectif n'est visible que par les autres. Les gens vautours qui vivent comme des humains voient la charogne qu'ils mangent comme du gibier bouilli, et c'est seulement lorsque d'autres tribus-espèces les visitent que leurs particularités de comportement peuvent être appréhendées comme des indices de leur identité. Cette distorsion des points de vue, que beaucoup de mythes amazoniens mettent en scène, et que Eduardo Viveros de Castro a analysé, dont il a tiré le brillant parti philosophique que l'on sait, est toutefois loin de régir les interactions ordinaires entre membres de collectifs humains et membres de collectifs non humains, lesquelles interactions se réalisent surtout sous les espèces de rapports de personne à personne, marqués par des régimes de sociabilité et des systèmes d'attitude engageant des devoirs réciproques dont l'analyse révèle une véritable sociologie comparative animiste. Les trois schèmes principaux, comme je l'ai dit lors de la dernière leçon, de cette sociologie animiste sont l'échange, la prédation et le don. Chacun d'entre eux est défini au premier chef par les obligations de ceux qui s'y engagent telles qu'elles sont révélées par les rituels, qui sont véritablement dans les collectifs animistes la constitution qui permet de voir les obligations, ou le système juridique, si vous voulez, permettant de voir les obligations dans lesquelles sont engagés les humains et les non-humains. Et dans son fonctionnement concret, donc, l'animisme se voit ainsi diversifié par des formes de comportement, par des systèmes normatifs et par des réseaux de circulation de valeurs extrêmement contrastés. Alors, après avoir décrit donc les spécificités des tribus-espèces de l'animisme, il convient maintenant d'examiner la nature de leur rapport à la Terre. Une caractéristique assez commune de la territorialité des collectifs monospécifiques est la différence dans la forme qu'elle prend selon que l'on a affaire à des collectifs humains et à des collectifs non humains. Si l'on accepte des cas particuliers, comme celui des Maku et des Tucano, dont j'ai parlé dans, je crois, la troisième leçon, et dont on a vu que les zones d'usage étaient imbriquées, les tribus-espèces d'humains occupent en général, en régime animiste, des territoires qu'ils ne partagent pas avec d'autres tribus-espèces d'humains, tandis que les tribus-espèces de non-humains utilisent le plus souvent les mêmes espaces que les tribus-espèces d'humains et d'autres tribus-espèces de non-humains. Autrement dit, les territoires collectifs des collectifs humains qui, dans le monde animiste, exploitent
en général les mêmes ressources à l'échelle régionale et entrent ainsi en rapport avec les mêmes types de non-humains, dans l'horticulture, dans la chasse, etc., sont dans une large mesure exclusifs, ces territoires, et s'organisent selon un modèle concentrique avec un gradient de contrôle décroissant par rapport au site d'habitat. Alors que les territoires des non-humains, ceux des animaux notamment, se structurent plutôt de façon complémentaire sur le modèle de la niche écologique où différentes tribus-espèces cohabitent, soit pour exploiter des ressources différentes dans un même espace, soit pour exploiter les mêmes ressources à des moments différents, soit, enfin, pour partager la ressource sous le régime de la commensalité lorsque cette ressource est abondante. De ce fait, le rapport à la Terre des tribus-espèces humaines se distingue assez nettement de celui des tribus-espèces non humaines. Et je vais en examiner deux modalités, l'une en Amazonie et l'autre en Nouvelle-Guinée. Pour ce qui est de l'Amazonie, je reviendrai à l'exemple Achuar, qui a le mérite de commencer à être familier pour les auditeurs de ce cours. Donc je rappelle que les Achuar sont l'une des tribus de l'ensemble linguistique et culturel jivaro, qui s'étend sur une zone à peu près équivalente à celle du Portugal, dans le sud de l'Amazonie équatorienne et dans le nord de l'Amazonie péruvienne. Comme le montre la carte, chaque tribu qui parle une des variantes dialectales du jivaro se déploie sur des territoires continus dont, sauf un petit peu sur le fleuve Curaray au Pérou, dont les emplacements et les délimitations d'ailleurs varient au cours des siècles. Chacun de ces territoires, comme vous pouvez le constater, est séparé des autres par des zones de no man's land, ce qui s'explique notamment par le fait que les tribus adjacentes entretenaient, jusqu'à l'époque de la pacification missionnaire, des relations structurellement hostiles, ponctuées par des raids réciproques de chasse aux têtes. Donc, admettons que l'expansion maximale du collectif humain est ici représentée par ces groupes dialectaux, les Achuar, les Shuar, les Wampis. Les noms ont changé, hein. Là, autrefois, on les appelait Wambisa et Aguaruna, maintenant c'est Wampis et Awarun, bon, peu importe. Admettons que chacun de ces groupes, il y en a peut-être même d'autres parce qu'il y a des processus d'ethnogénèse constants, constituent donc des collectifs. Chacun d'entre eux est idéalement endogame, caractérisé par un parler, donc un dialecte du jivaro, des parures, des peintures corporelles, des variétés de plantes cultivées, des styles de poterie, des types architecturaux, etc., qui lui sont propres, mais aussi caractérisés par une portion d'espace axée sur des bassins hydrographiques où les collectifs voisins, pendant longtemps, ne s'aventuraient que pour mener des raids. Il pouvait y avoir d'ailleurs une distance assez grande entre les tribus. Dans certains cas, c'était de l'ordre de plusieurs jours de marche. Passons maintenant à la territorialité interne aux tribus, en prenant l'exemple des Achuar. Donc, avant la nucléation de l'habitat, sous l'influence des missionnaires, qui, chez les Achuar, n'a commencé qu'au début des années 70. La structuration sociale de l'espace était remarquablement uniforme dans tous les groupes jivaro, malgré leurs différences ostensibles dans d'autres domaines. Donc je prendrai ici pour présent ethnographique, notre fiction chérie des anthropologues, je prendrai pour présent ethnographique la période précédant immédiatement le regroupement en village, c'est-à-dire pour les Achuar le tout début des années 70. Le modèle spatial relève d'un type qui est assez commun en Amazonie, qui est propre avant le regroupement en village à tout l'ensemble jivaro, mais dont la configuration est ici plus difficile à apercevoir en raison de l'absence d'une inscription physique marquée du groupe local.
De fait, l'habitat traditionnel est fort disséminé, puisque chaque maisonnée monofamiliale et généralement polygyne forme une unité autonome, à la fois sur les plans économiques et sur les plans politiques. Et sa composition varie entre une demi-douzaine et une trentaine de personnes. Une maison typique, une unité domestique autonome, caractéristique de ce système. Chaque maison est donc très isolée, séparée des autres par une distance de plusieurs kilomètres, dans certains cas plusieurs dizaines de kilomètres. Et il arrive certes à l'occasion que 2 ou 3 maisons se regroupent en un même lieu, mais cette disposition ne dure jamais très longtemps. Chez les Achuar, la dispersion de l'habitat était plus importante encore que dans d'autres groupes Jivaro. C'est un effet couplé à la fois de l'effondrement démographique qu'ils ont subi après la Deuxième Guerre mondiale, qui ne les a pas évidemment affectés directement, mais d'une façon indirecte par une présence massive d'armes à feu qui a abouti à un taux de mortalité beaucoup plus élevé dans la vendetta et la guerre que ce n'était le cas auparavant lorsque les conflits se menaient essentiellement avec des lances. Donc c'est un effet quand même indirect de la Deuxième Guerre mondiale et du mouvement de globalisation des armements qui s'est produit à cette époque, et en particulier du fait que les plantations des VA du sud-est asiatique étant fermées, la collecte du caoutchouc a repris dans cette région, et que l'une des façons de rémunérer ou de rétribuer les collecteurs de caoutchouc, donc naturels, qui n'était pas le caoutchouc de la meilleure qualité, ce n'était pas les VA brésiliens 6, mais néanmoins, il y avait une présence assez importante au nord du territoire achuar de collecteurs, avec des armes à feu. Donc, ça, c'était un des effets de cet effondrement démographique qui a été diminuer la population et donc aboutir à une très grande dispersion sur le territoire. Et puis aussi une attitude belliqueuse qui prévenait toute incursion sur leur territoire, et donc il a maintenu dans les frontières qui n'ont pratiquement pas changé pendant plusieurs décennies. Et de fait, les Achuar avaient dans les années 70 l'un des taux de densité démographique les plus faibles du bassin amazonien, peut-être même du monde. C'était à peu près entre 0,1 et 0,3 habitants au kilomètre carré selon les bassins fluviaux. L'isolement donc de chaque maisonnée sur un territoire et sa souveraineté sur ce territoire est plus, non pas la souveraineté, mais l'isolement est plus apparent que réel, en ce sens que la sociabilité Jivaro est organisée autour d'ensembles discrets et non nommés que j'ai appelés des nexus endogames. Qu'est-ce que c'est qu'un nexus endogame? C'est une collection de maisons-territoires consolidées à un moment donné par le partage de 4 réseaux largement interdépendants, une même aire de mariage, une même aire territoriale, une même aire de solidarité factionnelle et une même aire d'influence d'un grand homme. Par grand homme, il faut entendre un guerrier au charisme exceptionnel. D'ailleurs, c'est une traduction du terme local, Hunt, qui veut dire le grand, le fort. Le nombre de maisonnées formant un nexus peut osciller entre un peu moins de 10 et un peu plus de 20, en fonction de l'extension requise par le fonctionnement des diverses variantes d'alliances de mariage propres à chaque groupe tribal Jivaro. Le nexus est idéalement endogame, c'est pour ça que je parle de nexus endogame, mais c'est idéal, en fait, à peu près 70% des mariages sont endogames, car elle constitue une zone de mariage, d'intermariage régulier, selon le modèle dit dravidien, c'est-à-dire un modèle dans lequel la réitération d'une alliance prescriptive à chaque génération remplace la continuité linéaire qui est ordinairement assurée par un principe de filiation. Et comme la distance sociale croît proportionnellement à la distance spatiale,
le mariage au plus près, c'est-à-dire à la fois géographiquement et généalogiquement, idéalement entre cousins croisés bilatéraux vrais, est fortement valorisé. Autrement dit, un tel système promeut la stabilité territoriale de parentèles cognatiques qui tendent à s'identifier collectivement par une commune référence au nom d'une rivière, donc on dit les gens de telle rivière, les gens de telle rivière, etc., qui va former cette rivière, la colonne vertébrale de la zone à l'intérieur de laquelle les membres de ce nexus vont déplacer leur maison en moyenne tous les 6 à 12 ans. Les aires endogames n'ont pas de frontières explicitement matérialisées, en tout cas d'un commun accord, si vous voulez, ou par consensus, mais elles sont dans la pratique assez clairement délimitées. Elles sont séparées, en effet, par un no man's land d'au moins une journée de marche ou de pirogue. J'ai mis ici quelques-uns des nexus endogames de la zone des Achuar au nord du Pastassa. Vous voyez, il y a dans certains cas, par exemple ici c'est 3 jours de pirogue, la même chose ici. Donc il y a vraiment des très grandes portions d'espace qui sont inhabitées et qui sont des zones interstitielles entre les nexus. Ces espaces inhabités ont notamment une fonction tactique, puisque les relations entre nexus voisins oscillent entre la méfiance déguisée et l'hostilité ouverte. Et lorsqu'un conflit entre des nexus prend des proportions alarmantes, la plupart des maisonnées ordinairement dispersées au sein d'une aire endogame vont se rassembler dans une maison fortifiée à l'initiative d'un grand homme. Et ce processus de nucléation actualise de façon visible une tendance latente à la solidarité cognatique de voisinage, sans pour autant prendre un caractère automatique, en ce sens que le nexus ne se mobilise pas comme une personne morale, comme pourrait l'être par exemple un groupe de filiation, mais plutôt comme une coalition conjoncturelle épousant les limites de la parentèle du grand homme, par exemple l'intérieur d'une maison fortifiée. On voit donc se répéter à l'échelle du nexus le même type de phénomène spatial qu'à l'échelle du groupe tribal. Autrement dit, les relations d'hostilité entre tribus, comme les relations d'hostilité entre nexus endogames, engendrent, dans les deux cas, entre leurs territoires, des zones tampons inhabitées. Mais si ces zones tampons sont inhabitées par les humains, elles sont en revanche très densément peuplées par les espèces animales dont les Achuars font leur gibier ordinaire. Je reviendrai dans un instant à cet aspect. Passons maintenant au troisième niveau d'échelle du territoire, celui qu'exploite chaque maisonnée. Il s'organise à partir de la maison selon une série de cercles concentriques que structure un gradient de fréquentation. En effet, la maison et le jardin qui l'entoure ne s'opposent pas frontalement comme à la forêt, puisque chaque maison est au cœur d'un jardin et chaque jardin est un essart ouvert dans la forêt. Donc ne s'oppose pas frontalement à la forêt comme un environnement domestique qui contrasterait avec un environnement sauvage. Il s'agit plutôt d'un continuum marqué par des différences d'usage. Donc je rappellerai très brièvement cette organisation spatiale du territoire de la maisonnée, car je l'avais déjà longuement évoquée il y a 3 ans à l'occasion de mon cours sur le paysage, et beaucoup d'entre vous ici étaient déjà présents, donc je ne vais pas me répéter trop en détail. Voilà l'organisation schématique d'un territoire de chasse. Donc il faut voir que vous avez donc donc ici la maison et le jardin, une aire de cueillette intensive et un territoire de chasse balisé par des chemins. Et lorsqu'il y a plusieurs maisons qui sont séparées par quelques kilomètres le long d'une rivière, en général l'aire de cueillette intensive
se définit ainsi et elle est prolongée par l'aire de chasse. Donc, si on part de la maison, on a une aire de terre battue, soigneusement désherbée, qui ceinture la maison, et qui en constitue un prolongement où se déroulent bien des activités domestiques. Il s'agit pourtant déjà d'une transition avec le jardin, puisque c'est là que sont plantées, par exemple, en buissons isolés, les plantes condimentaires, le piment en particulier, le roucou, le génipa, les plantes tinctoriales dont on se sert pour se peindre le visage, la majorité des simples, les plantes à poison, etc. Entourant la maison et cet espace de terre battue qui la ceint, on a le jardin, proprement dit, qui est le territoire incontesté des femmes qui le cultivent. Et pourtant, ce jardin est déjà lui-même en partie façonné par les usages forestiers, puisque c'est le terrain de chasse favori des garçons, qui y guettent les oiseaux pour les tirer avec des petites sarbacanes qu'on leur a confectionnées pour cet usage. C'est l'endroit aussi où les hommes posent des pièges pour capturer les pacas et les agoutis, donc ces gros rongeurs qui viennent manger, déterrer les tubercules pendant la nuit. Et de fait, certaines tribus espèces animales, les petits mammifères, les oiseaux prédateurs du jardin, mais aussi les prédateurs de ces prédateurs, notamment les nombreuses espèces de serpents, les petits carnivores, les oiseaux de proie, ont un territoire qui coïncide partiellement avec l'habitat domestique des humains. Autrement dit, ils partagent un même espace de vie, car ils sont concurrents pour les mêmes ressources végétales et animales. Plus loin, dans un rayon d'1 à 2 heures de marche depuis la lisière de l'Essart, il y a ce que j'appelle la zone de cueillette intensive, où la forêt est assimilable à un grand verger que les femmes et les enfants visitent en tout temps pour y faire des promenades de cueillette, pour ramasser des larves de palmiers, pour pêcher à la nivrée dans les ruisseaux et dans les petits lacs. C'est un domaine qui est connu de façon intime et où chaque arbre, chaque palmier donnant des fruits est périodiquement visité pendant la période de fructification. Et c'est dans cette aire de cueillette intensive que résident la plupart des prédateurs du jardin, mais aussi des animaux que les femmes peuvent chasser à l'occasion, pourvu qu'elles ne fassent pas couler le sang, c'est-à-dire, c'est quelque chose sur lequel Alain Testard avait jadis insisté, sur le fait que la prohibition, c'est une prohibition qui est sinon absolument universelle, mais en tout cas très répandue, que les femmes peuvent chasser à condition de ne pas perforer et de faire couler le sang. Et c'est le cas ici aussi. Elles peuvent assommer des tatous, des petits animaux à terrier, à condition de les assommer à coups de gourdin. Et c'est du reste de cette première périphérie que proviennent la plupart des animaux apprivoisés, dont les maisons sont peuplées. Ce sont des oisillons qui sont dénichés au nid, ce sont des petits mammifères dont on a tué la mère et que les femmes élèvent au sein, etc. Et ce sont des animaux que l'on peut voir comme des orphelins que les humains ont soustraits à leur niche écologique pour les acclimater à la leur. Au-delà de cette zone de forêt-verger commence la véritable zone de chasse, où les femmes et les enfants ne se déplacent qu'accompagnés par les hommes, et les hommes armés, parce que les hommes sont toujours armés quand ils se déplacent. C'est en effet une zone dangereuse à plusieurs titres. D'abord en période de conflit, c'est-à-dire très régulièrement. On peut tomber à l'improviste sur une troupe de guerriers ennemis. Mais surtout, c'est dans cette zone de chasse que résident généralement les esprits qui contrôlent les animaux, qu'on appelle en nature Kundinyu no Kuri, les mères du gibier, et notamment les 3 principaux esprits, races d'esprits maîtres du gibier, Sham, Amasank et Kurikri. Les Shams, ils ressemblent à des hommes et à des femmes ordinaires, mais ils portent leur cœur
en bandoulière sur la poitrine. Et donc, visiblement, il bat sur la poitrine. Ils vivent dans les parties les plus impénétrables de la forêt et dans les aguajales, c'est-à-dire les marais, les zones et dépressions inondées peuplées de palmiers Mauricia flexuosa. Amasank est vu comme un homme ordinaire, solitaire, chassant le toucan à la sarbacane, mais son habitat préféré est la canopée et les arbres creux. Quant à Jurihri, c'est un blanc, barbu, cannibale, polyglotte, qui gîte en famille sous la terre, et il porte un costume de conquistador, et c'est pas inattendu, et sa bouche dévoratrice, puisqu'il est cannibale, est située sur la nuque, dissimulée par ses cheveux. J'ai compris au bout de quelques mois pourquoi les petits-enfants avaient une grande curiosité pour me regarder derrière le cou. Et enfin, c'est dans cette zone de chasse que l'on rencontre surtout les espèces de mammifères les plus mobiles, et pour certaines les plus grégaires. Les deux espèces de pécaris, les singes, les différentes espèces de singes, les tapirs, les cervidés, les félins, bien sûr, les chiens sauvages. Il y a deux espèces de chiens sauvages qui sont assez féroces et qui chassent en bande, etc. Bref, on est là beaucoup plus dans cette zone de chasse, dans le territoire des non-humains, que dans le territoire des humains. Pourtant, il ne faudrait pas voir dans la zone de chasse l'équivalent d'une extériorité sauvage hors de toute emprise de l'humanité. D'abord parce que le chasseur connaît chaque pouce de ce territoire qu'il parcourt de façon presque quotidienne. Les hommes vont aller à la chasse presque tous les jours. Les animaux que le chasseur rencontre sont pour lui des personnes qu'il doit séduire, qu'il a rencontrées en rêve et avec qui il a dialogué en rêve auparavant, qu'il doit séduire, qu'il doit cajoler pour les soustraire à l'emprise des esprits qui les protègent. En outre, la forêt, j'avais beaucoup insisté dans mon cours sur le paysage sur cet aspect, la forêt est décrite comme la plantation d'un esprit qui s'appelle Shakheim, de sorte qu'elle est tout autant cultivée que le sont les jardins des Achuar. Simplement, elle est cultivée par un esprit, mais c'est une plantation. Et c'est enfin dans cette forêt plus lointaine que les Achuar établissent leurs loges de chasse, qui sont de simples abris, entourés parfois de quelques plantations, où ils viennent, à intervalles réguliers, passer quelques jours en famille dans une atmosphère joyeuse et insouciante. C'est une sorte de villégiature. C'est, même s'il faut se méfier des transpositions, c'est en tout cas comme ça que je la vivais. Les animaux et les esprits qui sont présents dans la zone de chasse ne sont pas plus sauvages donc que ceux que l'on rencontre à proximité des habitations, simplement ils sont moins visibles. Ils sont moins visibles. Plus les non-humains sont difficiles à percevoir par les humains, plus leur collectif acquiert de l'autonomie et plus leurs territoires propres deviennent nettement définis par contraste avec ceux des Achuar. Et c'est une tendance qui est très nette chez les Achuar et dont je voudrais montrer le parallèle maintenant dans une toute autre région du monde, en Nouvelle-Guinée. Et je prendrai comme illustration des gens qui s'appellent les Kassois, de la région du mont Bozavi, au cœur des hautes terres de Papouasie-Nouvelle-Guinée, auquel Florence Brunois, une jeune collègue, a consacré il y a quelques années une monographie qui s'appelle « Le jardin du casoar, la forêt des Kassois ». Donc voilà, alors c'est un ensemble de peuples qui parlent des langues dites Bozavi. Bozavi, c'est le nom d'un volcan, hein, qui est au nord de cette région. Et donc vous voyez, c'est tout à fait dans les hautes terres de la Nouvelle-Guinée. Et ça, c'est l'ensemble des Bozavi. Il y a les Kassois, les Kaloulis, etc., etc. Alors, cette monographie de Brunois est intéressante parce que l'auteur y traite de façon tout à fait symétrique, comme autant de composantes
de même statut cohabitant dans un cosmos forestier, les Kassois et leurs clans, les races d'esprit, les animaux, les plantes, les techniques, les récits légendaires, etc. Autrement dit, l'objet de son étude est le dense réseau de liens d'interdépendance entre humains et non-humains dans cette région biogéographique qui a le plus fort taux de biodiversité en Nouvelle-Guinée. Donc c'est une étude qui a le mérite, au fond, de ne pas aborder les humains et les non-humains comme si l'on avait affaire à des entités a priori confinées dans des sphères distinctes, mais en les prenant comme des éléments au sein d'un unique espace sociocosmique. Et Brunoy utilise la même grille descriptive et analytique pour rapporter les propriétés et les formes relationnelles des différents occupants du cosmos kassois, qu'ils soient humains, esprits ou animaux. Alors, c'est une monographie avec des descriptions ethnographiques très riches, et je vais, comme la synthèse est malaisée, me contenter de donner un bref aperçu des collectifs d'humains et de non-humains vus à partir de leur rapport au territoire. La zone écologique actuellement occupée par les Kassois, c'est une population d'à peu près 600 personnes, est une forêt tropicale humide qui s'étend sur 2000 km² depuis les pentes volcaniques du mont Bozavi, donc un volcan, à une altitude de plus de 2000 mètres, jusqu'à une région de collines au sud où l'altitude ne dépasse pas 50 mètres. C'est donc un habitat qui offre une très grande diversité de biomes et que les Kassois ne partagent avec aucune autre population humaine. Et leur densité tomographique est d'ailleurs faible, de l'ordre d'un peu plus de 3 habitants au kilomètre carré, et quand même beaucoup plus élevé que dans le cas des Achuars. Donc, vous voyez, le mont Bozavi est tout en haut, et ensuite ça descend vers le sud progressivement jusqu'à une forêt de basse altitude qui est en dessous de 200 mètres. Et les différents clans kassois, on le verra tout à l'heure, sont répartis dans ces différents étages écologiques. Il faut noter qu'en dépit de traits animistes indiscutables, et qui sont partagés par toutes les populations de cette région du mont Bozavi, les Kassois ne sont pas aussi complètement animistes que d'autres populations de l'archipel animiste en Amérique du Sud, en Amérique du Nord ou en Sibérie. Par exemple, les animaux sont bien vus comme possédant une intériorité de même nature que les humains, chaque espèce se distinguant des autres par des caractères physiques et comportementaux, des dispositions, des traits culturels en quelque sorte, qui lui sont propres. Et en outre, et j'y reviendrai plus loin, les esprits qui se perçoivent comme des humains dans le monde invisible perçoivent eux-mêmes les doubles spirituels des humains comme du gibier. C'est donc un cas classique de perspectivisme animiste qui est très commun dans cette région de la Nouvelle-Guinée, sur lequel Roy Wagner avait déjà attiré l'attention il y a au moins une vingtaine d'années. En revanche, Florence Brunoy précise que les animaux ordinaires, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas l'incorporation temporaire d'esprit, ne sont pas décrits par les Kassois comme vivant dans des collectifs organisés selon des conventions sociales et culturelles analogues à celles des humains, contrairement à ce qui se passe dans d'autres régions de l'archipel animiste. L'aspect le plus caractéristique des collectifs composant le cosmos kassois est le fait qu'ils sont non seulement très territorialisés, mais qu'ils sont aussi et surtout définis au premier chef par l'habitat qu'ils occupent. On va commencer par les collectifs animaux. D'un point de vue taxinomique, les Kassois distinguent 8 grandes catégories supragénériques dont le nom peut se substituer à celui de l'espèce identifiée. Celle qui nous intéresse le plus ici, c'est Abélé. Abélé, ça englobe les mammifères et les casoars.
Et de fait, Abélé est à la fois un taxon supragénérique, mais c'est aussi une catégorie fonctionnelle, puisque ce terme désigne d'abord le gibier. Autrement dit, les 51 espèces de mammifères et les 2 espèces de casoars subsumées sous la catégorie Abélé sont vus comme les animaux chassés par excellence. À l'intérieur de cette catégorie, les animaux sont classés par leur niche écologique. La montagne, c'est-à-dire la partie la plus haute du territoire, et pour les autres, les lieux où ils nichent, à savoir les cavités des arbres, les terriers ou les nids et la base des arbres. De même, les oiseaux, la catégorie supragénérique des oiseaux, Anéma, ils sont distribués selon le niveau qu'ils fréquentent, depuis les oiseaux coureurs jusqu'aux oiseaux de plein ciel. Et du fait de l'étagement altitudinal du cosmos cassois, il n'est pas inattendu que les quelques 400 espèces animales qui l'occupent soient distribuées et très clairement définies comme telles dans une mosaïque de niches écologiques qui réserve à chacune un territoire qui lui est reconnu comme un espace de vie distinctif. De la même façon qu'il n'y a pas en cassois de terme supragénérique désignant les animaux, qui est une chose qui est très très courante dans ce qu'on appelle les classifications populaires, qui est même la norme, c'est le contraire qui est très rare, le fait qu'il y ait une catégorie supragénérique animale, il y en a très très peu d'exemples en dehors des langues indo-européennes. Mais de la même façon qu'il n'y a pas en cassois de terme supragénérique définissant les animaux, ce qui ne permet pas, au moins sur le plan sémantique, de les isoler comme une classe au sein du cosmos forestier, comme une macro-catégorie d'êtres qui seraient indépendants des territoires qu'ils occupent. De même, il n'y a pas de terme supragénérique qui viendrait distinguer les humains comme un ensemble exclusif. Le terme qui s'en rapprocherait le plus, c'est Holo et Tolu, qu'on peut traduire par ceux d'en bas, ou les lignées d'en bas. Et il s'oppose logiquement à ceux d'en haut, Wabélé et Tolu, à savoir les esprits. Les uns comme les autres étant donc définis spatialement plutôt que ontologiquement. Voyons comment se définit le collectif humain. Les cassois sont répartis en clans, patrilinéaires et exogames. Il y en a 13. Ce sont des clans nommés et surtout très territorialisés. Donc, on a ici à gauche la carte des clans, chacune des couleurs représentant un clan. Chaque clan est singularisé par le fait que ses membres partagent un même sang, une consubstantialité qui fonde en particulier la prescription des mariages exogames, mais qui doit aussi, pour être vraiment visible, s'exprimer dans un langage spatial. La consanguinité ne peut ici se penser que territorialement. Et depuis que les dernières migrations se sont stabilisées, il y a plusieurs générations, dans les territoires claniques actuels, des territoires qui sont en général, comme vous pouvez le voir clairement, délimités par des rivières, ces territoires n'ont guère évolué si l'on accepte quelques marais à sagoutiers qui sont concédés en compensation pour un meurtre. Comme l'écrit Brunois, je la cite, les territoires claniques sont des patrimoines écologiques indivisibles. Comme on peut le voir, ils sont de tailles variées, ils sont situés à des altitudes très diverses, de sorte que chacun d'entre eux constitue une sorte de niche écologique singulière, fournissant au clan qui l'occupe, outre la farine de sagou, qui est l'alimentation de base et qui est répartie sur tout le territoire cassois, puisqu'il y a des marais à sagoutiers à peu près partout, fournissant un ensemble de ressources animales et végétales qui est propre au clan, parce qu'il est propre au territoire que ce clan occupe. Et cette association entre un clan et son territoire
conçu comme une niche écologique est sanctionné par un faisceau de prohibitions extrêmement strictes. Par exemple, il est interdit de chasser tout animal dont la niche écologique est connue pour se situer à l'extérieur du territoire clanique et qui se serait aventuré en son sein. De la même façon, un étranger ne s'aventurera jamais à chasser ou à pêcher un animal sur le territoire d'un autre clan, à moins d'y être formellement invité. Ça concerne aussi les plantes, notamment les palmiers sagoutiers, dont on a vu qu'ils fournissent le gros de la nourriture. Chaque clan dispose sur son territoire d'un certain nombre de colonies de sagoutiers, en moyenne une trentaine de colonies, qui sont de son usage exclusif. Et de même, il est interdit à un étranger extérieur au clan de couper un arbre sur le territoire, d'ouvrir un essart et même de récolter des fruits ou des plantes cultivées d'un ancien jardin en friche, par exemple. Bref, les territoires des collectifs humains et des collectifs non humains sont ici à la fois segmentés, donc entre les clans, et coïncidents au sein de chaque niche écologique pour les territoires des humains et des non-humains. Cette territorialisation, elle affecte aussi les territoires des esprits, ceux d'en haut. Les esprits sont ordinairement invisibles et ils se distinguent principalement des humains, ceux d'en bas, en ce que leur lieu de résidence se situe en haut, justement, c'est-à-dire dans la canopée. Ils se subdivisent en trois tribus-espèces, qui sont les Guluhon, des doubles des morts humains, les Sosu et les Isanese. Chacune de ces tribus-espèces est composée d'individus des deux sexes et de générations différentes qui se perçoivent comme des humains. Et ce qui différencie chacune de ces tribus-espèces n'est donc pas tellement l'apparence, puisqu'ils se voient tous comme des humains, mais le comportement social, alimentaire et surtout territorial de chacune d'entre elles. Les Sosu, qui sont des esprits guerriers et cannibales, se cantonnent aux pentes supérieures du mont Bossavide, sont donc tout en haut, tandis que les Isanese, qui sont composés d'une centaine d'individus, qui sont identifiés chacun par un nom, sont répartis dans l'ensemble du territoire et mènent une vie sociale et rituelle tout à fait analogue à celle des Kaswa. Quant aux Guluhon, qui sont les doubles des morts, ils forment une tribu-espèce un peu singulière, puisque ces membres ne naissent pas comme tels, mais deviennent des Guluhon. Et ce sont donc des humains transformés qui vivent dans un lieu précis, près d'une cascade, dans une grande demeure. Or, toutes ces tribus-espèces d'esprits, qui demeurent invisibles en temps normal, ont la capacité d'intervenir dans le monde visible, au premier chef en empruntant occasionnellement l'enveloppe d'un animal domestique, mais qui sera choisi dans la niche écologique que chacune des communautés d'esprits occupe. Ainsi, les esprits Sosu se manifestent-ils sous la forme des animaux caractéristiques de leur habitat, à savoir l'écosystème d'altitude des pentes supérieures du mont Bosavi, tandis que les esprits Isanese sont répartis en collectifs territorialisés correspondant à chacun des territoires claniques des Kaswa, et ils prennent donc la forme des animaux caractéristiques des biotopes correspondant à chacun de ces territoires. C'est ce que cette carte ici montre, c'est la répartition territoriale des esprits Isanese, qui sont donc aussi segmentés dans l'espace que le sont les clans des Kaswa, puisque à chaque habitat d'un clan Kaswa
correspond à un habitat d'un groupe d'esprits Issanécés. Et de manière analogue à ce que l'on a vu en Amazonie du Nord-Ouest, à l'intérieur de chaque territoire d'esprits Issanécés, ceux-ci occupent des sites d'habitats qui sont précisément localisés, le plus souvent des arbres, des collines, des grottes, des cascades. Vous avez ici les différents types d'habitats qui sont occupés, enfin les différents types de sites plus exactement, qui sont occupés dans chacun des territoires par les esprits Issanécés. Dans ces sites, les esprits Issanécés se manifestent par des signes concrets. Ce sont par exemple des traces de porcs, des empreintes de porcs apprivoisés, par les esprits qui s'arrêtent tout d'un coup à la base d'un sagoutier où les esprits habitent. Ce sont des bruits domestiques, comme une porte que l'on entend claquer, ou bien des coups de hache lorsqu'on coupe du bois de chauffe à la hache. Et évidemment, les Kassois prennent grand soin de ne pas déranger les esprits, par exemple de ne pas bouleverser les sites où les Issanécés habitent, ou encore de bien parler entre eux la langue spéciale des Sossous. Les Sossous donc, sont les esprits qui vivent sur la pente du monde, qui ont une langue spéciale avec lesquels qui est différente du Kassois et avec lesquels il faut communiquer lorsqu'on se déplace dans cette région. Faute de quoi, les esprits, évidemment, désertent les parages, deviennent furieux, ils font fuir le gibier et, évidemment, ils s'attaquent aux humains. Donc, les règles de la cohabitation dans le cosmos forestier du Mojave sont très strictes. Le partage d'une même niche écologique formant territoire, tout à la fois pour un groupe clanique humain, pour des groupes d'esprits et pour des espèces animales et végétales, exige de maintenir des relations d'échange équitables entre toutes ces communautés. Par contraste donc avec le cas Hatchoir, où les territoires des esprits se situent plutôt en lisière des territoires les plus fréquentés par les humains, il y a dans chaque territoire clanique Kassois une superposition, un feuilletage dans l'espace des milieux de vie de nombreuses tribus-espèces, lesquelles doivent donc trouver entre elles des accommodements. Alors cette dernière remarque conduit à s'interroger sur le lien possible en régime animiste entre l'autonomie territoriale des non-humains et l'ampleur plus ou moins grande de l'emprise exercée par les humains sur le territoire qu'ils exploitent pour leur propre compte. Et cette corrélation a été abordée de façon extrêmement originale par un collègue australien, Peter Dwyer, dans un article de 1996 intitulé « L'invention de la nature », « The Invention of Nature », mais que l'on pourrait tout aussi bien rebaptiser « le transect de la transcendance ». C'est comme ça que je le vois en tout cas. Pourquoi le transect de la transcendance? C'est que Dwyer compare les usages et les représentations du cosmos forestier dans 3 tribus d'horticulteurs des Hautes-Terres de Nouvelle-Guinée, les Kubo, les Étolos et les Sianais. Donc voilà, c'est un transect qui va des Kubo aux Étolos aux Sianais dans les Hautes-Terres de la Nouvelle-Guinée. Elles sont situées donc le long de ce transect d'ouest en est et elles sont choisies, ces différentes tribus, en fonction du degré d'anthropisation manifeste de leur écosystème, de la trace qu'ils ont laissée matériellement sur leur environnement, et en fonction de la part plus ou moins grande que ces groupes, ces collectifs accordent aux ressources sylvestres dans leur alimentation. Alors les premiers, ce sont les Kubo. Les Kubo, c'est un véritable peuple de coureurs des bois, avec une densité de population très faible, inférieure à un habitant par kilomètre carré, donc quelque chose de l'ordre du même ordre que les Hatchoirs, dont seule une très faible partie du territoire, de l'ordre de 1%, est occupée par des jardins ou par des friches. Donc les zones en grisé sont les zones du territoire qui sont occupées par des jardins ou par des friches. Vous voyez, c'est vraiment dérisoire. L'opposition entre le centre habité,
en l'occurrence un petit village qui s'appelle Guaymasí, et l'extérieur est d'autant moins significative ici, que les gens dorment presque aussi souvent dans de petits abris en forêt que dans l'enceinte du village, l'équivalent des loges de chasse chez les Achuar que j'évoquais tout à l'heure. Les esprits, notamment l'âme des morts, qui est incarnée dans des animaux, coexistent en tout lieu avec les humains, et à la différence de ce qui se passe chez les Kassois, les doubles spirituels des animaux ne sont pas confinés dans la niche écologique caractéristique de leur espèce, mais ils peuvent vagabonder dans tous les points du territoire Kubo. Autrement dit, comme l'écrit Dwyer, chez les Kubo, il n'y a aucun sens, je le cite, à dire que le monde des êtres invisibles est positionné à la périphérie du monde visible. Le deuxième groupe témoin, ce sont les étolos. Il est situé à une centaine de kilomètres à l'est des Kubo, dans un milieu de forêt tropicale analogue, et d'ailleurs, les étolos sont des voisins des Kassois, donc ils sont dans le même genre d'environnement que les Kassois du mont Bozavi, puisqu'ils sont sur les pentes occidentales du mont Bozavi. Et ils ressemblent d'ailleurs aux Kassois sur bien des points. Les étolos laissent une trace plus conséquente que les Kubo sur leur environnement, mais relativement faible néanmoins. À peu près 5% de la forêt est durablement transformée. Ils ont des jardins plus grands, ils cultivent des vergers de pandanus et ils établissent des lignes de trappe permanentes. Donc voilà les zones anthropisées chez les étolos dans la proximité du village de Bobolé. Leur densité démographique est 15 fois supérieure à celle des Kubo, et leur géographie spirituelle est aussi mieux démarquée, en ce sens que l'âme des défunts s'installe d'abord dans des oiseaux, puis dans des poissons, lesquels poissons migrent vers les confins du territoire selon un gradient d'occupation parallèle à celui de l'anthropisation manifeste du territoire. Et de ce fait, la périphérie spatiale du territoire du collectif étolo acquiert un statut spécial, comme demeure des êtres invisibles. Et donc on a ici une première étape vers la transcendantalisation des non-humains. Le dernier groupe, ce sont les Cyanés. Et les Cyanés ont modifié leur habitat d'une manière profonde et durable. Ils sont fortement sédentaires, avec une densité démographique de 30 à 40 habitants au kilomètre carré, donc à comparer au Kubo qui est inférieur à un habitant au kilomètre carré. Ils pratiquent une horticulture intensive, ils pratiquent l'élevage des cochons dans un territoire qui est minutieusement aménagé, borné, approprié selon des règles de tenure foncière extrêmement strictes, etc. Et comme vous pouvez le constater, là, leur environnement est massivement anthropisé, à l'exception des zones les plus hautes des montagnes. Ils fréquentent donc assez peu les résidus forestiers qui s'accrochent aux montagnes et leurs esprits sont moins immanents et plus réalistes que ceux des Kubo et des étolos, en ce sens que ces esprits adoptent des apparences qui n'ont pas d'équivalent dans le monde visible, qu'ils sont relégués dans des lieux inaccessibles et qu'ils ne communiquent avec les humains que par le truchement d'oiseaux messagers ou d'objets rituels. Donc les esprits ont ainsi perdu toute immanence, puisqu'ils forment une population aux caractéristiques sui generis, résidant loin des humains et à laquelle on ne peut accéder sans médiation. Alors, si on accepte de considérer ces trois exemples comme autant d'étapes dans un processus d'intensification de l'usage des ressources cultivées et du contrôle d'un territoire par un collectif humain, il n'est pas douteux que cette emprise croissante sur l'environnement forestier autour des foyers d'habitat est allée de pair avec l'émergence d'un secteur périphérique de plus en plus étranger au rapport de sociabilité ordinaire entre humains
comme entre les humains et les non-humains. Alors, évidemment, il faut se garder en la matière d'une corrélation automatique entre degré d'anthropisation effective et marginalisation des territoires des non-humains. Les Achuar, par exemple, correspondent à une modalité d'occupation du territoire de type Kubo, hein, avec une densité démographique inférieure à un habitant par kilomètre carré, une très faible emprise des jardins sur l'espace forestier, tandis que leur géographie des esprits, si l'on peut dire, est plutôt intermédiaire entre celle des Kubo et celle des Étolos, avec une localisation des esprits du gibier, non pas véritablement aux confins du territoire tribal, mais à la lisière de la zone de cueillette intensive de chaque maisonnée. Il n'en demeure pas moins que la coexistence en régime animiste entre différents types de territoires, selon les collectifs humains et non humains qui les occupent, soulève des questions complexes à la fois pour les humains qui doivent assurer la péréquation de ces territoires, mais aussi, et c'est quelque chose qui devient maintenant de plus en plus manifeste, mais aussi pour les humains qui doivent établir maintenant ou se procurer des garanties juridiques protégeant ces territoires dans le cadre des États-nations. Comment concilier en effet les intérêts des humains qui réclament, dans la majorité des cas, un usage exclusif du milieu qu'ils occupent vis-à-vis d'autres humains, avec, d'une part, les intérêts de certains non-humains, pour l'essentiel des plantes et des animaux réputés se comporter comme des humains et qui partagent leur territoire avec les humains sous la forme de niches écologiques complémentaires, et d'autre part, avec les intérêts d'autres non-humains, en général des esprits plus ou moins vindicatifs, dont les territoires sont un peu, complètement ou pas du tout coïncidents avec ceux des humains, lesquels humains sont néanmoins dépendants à bien des titres des actions de ces médiateurs, généralement invisibles, avec qui il ne faut donc pas perdre le contact. En situation ordinaire, c'est-à-dire sans pression extérieure sur les territoires des uns et des autres, les tribus espèces humaines se débrouillent, en général, dans ces situations d'imbroglio, avec les moyens ordinaires des collectifs animistes, depuis le contrôle direct ou indirect de la démographie humaine, jusqu'aux règles prudentielles dans la chasse et la pêche, en passant par les médiations rituelles avec les esprits protégeant les plantes et les animaux. Mais la situation, maintenant, n'est plus ordinaire. Elle n'est plus ordinaire et les collectifs animistes sont désormais exposés en première ligne dans le grand mouvement de spoliation territoriale qui dévore leur milieu de vie. Contraints donc de protéger leur territoire contre les multinationales extractives ou la colonisation agricole, ils doivent adapter le feuilletage territorial et les modalités de cohabitation entre humains et non-humains que je viens de décrire à une logique complètement différente qui est celle de l'appropriation exclusive et spatialement délimitée, caractéristique de l'ontologie moderne. Et on a un bon exemple des difficultés de cette adaptation dans un article de l'ethnologue colombien Juan Álvaro Echeverri qui relate son expérience de médiateur dans la définition d'un grand territoire protégé, le Predio Putumayo, c'est un territoire protégé de 60 000 km², peut-être le plus grand en Amazonie. Il se trouve dans le sud de l'Amazonie colombienne. Et Echeverri met notamment en évidence une différence majeure de point de vue dans les débats, les négociations qui se passent entre les naturalistes et les géographes qui définissent les aires protégées en termes de zonage écologique selon le modèle en général de la landscape ecology,
et d'autre part, les organisations indigènes, pour qui les questions de délimitation passent un peu au second plan, au regard d'une conception du territoire qui n'est pas aréale et qui est fondée sur des milieux de vie rendant possible certains types de relations. Et par contraste avec l'image cartographique en 2 dimensions de la territorialité, la conception autochtone est fondée sur une image qu'on pourrait qualifier d'organiciste, dans laquelle le territoire est un grand corps vivant qui se nourrit, se reproduit et tisse des liens avec d'autres corps. Et il n'est pas indifférent à ce propos que, comme on a eu l'occasion de le voir déjà, la maison collective, la Maloca, dans cette région du nord-ouest amazonien, est souvent décrite comme un corps qui entretient des rapports avec d'autres maisons-corps. Donc le territoire est le foyer où cet organisme déploie son appétit en utilisant d'autres organismes qu'il consomme ou avec lesquels il compose. Et donc il prend la forme d'un réseau de relations à la densité décroissante plutôt que d'un polygone borné par des frontières fixes. Et ceci, évidemment, suppose que le territoire ne peut pas se réduire à une sorte de vaste enclos vu du ciel, délimité selon le point de vue de Sirius et découpé en couches d'informations spécifiant les caractéristiques des aires dont il est composé, mais qu'il doit être appréhendé plutôt du dedans, au ras des échanges synécologiques, et selon le point de vue, évidemment, de l'une de ses composantes, le collectif humain, qui interagit avec les autres sans leur imposer sa perspective totalisante. Le problème de cette conception, qui est une conception largement dominante du territoire en Amazonie et aussi dans d'autres régions de l'archipel animiste, c'est qu'elle se prête difficilement aux opérations d'identification et de bornage au moyen desquelles les réserves autochtones et les aires protégées sont inscrites dans la loi des États-nations. Où s'arrête le milieu de vie nécessaire à l'existence de ce corps territoire? Que contient-il exactement? Et à partir de quel moment la disparition de certaines de ses composantes rendra-t-elle sa survie impossible? Ce sont là des questions cruciales que tous ceux qui ont eu à intervenir dans la définition légale de territoire indigène ont dû confronter, au premier chef les indigènes eux-mêmes, et qui, au fond, dans l'état actuel de la conception moderne de l'appropriation, ne peut aboutir qu'à des compromis. J'en donnerai en conclusion un bref exemple. Au nord de la zone de peuplement Achuar, en Amazonie équatorienne, vit une population de langue quechua que l'on appelait jadis les Canelos, du nom d'une mission dominicaine, et que l'on connaît maintenant plutôt sous l'appellation générique de Sacharuna, c'est-à-dire les gens de la forêt en quechua. À la différence des Achuar, les Sacharuna apprécient la vie villageoise et s'organisent en communautés nommées d'après le site principal d'habitat, souvent regroupées autour d'une chapelle que visite à l'occasion un prêtre dominicain. Il n'y a pas de différence culturelle, sociale ou linguistique marquante entre ces communautés villageoises, quechuaphones, échelonnées le long des rivières de l'Amazonie centrale de l'Équateur, mais chacune d'entre elles tente à se concevoir comme un collectif autonome avec une identité propre. Et l'une de ces communautés, qui est située donc juste au nord du territoire Achuar, juste le rectangle rouge là-haut, sur le cours moyen du Bobonasa, s'appelle Sarayaku, du nom du gros village qui forme son habitat principal. Or, Sarayaku a acquis une certaine notoriété internationale
du fait de son activisme dans la défense de ses droits fonciers et du rôle militant de plusieurs ONG, dont une ONG française, en Europe en tout cas, qui lui ont apporté leur soutien. Une délégation de Sarayaku était ainsi présente à la dernière conférence de la COP 21 au Bourget et y a présenté un document très intéressant qui était intitulé Kausak Sacha, la forêt vivante, proposition des peuples originaires face au changement climatique. Et le document réclame la reconnaissance du territoire que ce collectif amérindien partage avec une foule de non-humains et la création, pour ce faire, d'une catégorie d'aires protégées entièrement nouvelle qui porterait donc le nom générique de Kausak Sacha, forêt vivante. Et la définition qui en est donnée ne diffère au fond guère de celle que j'ai proposée pour l'animisme. Je lis une partie du document. Kausak Sacha signifie que la forêt est entièrement composée d'êtres vivants et des relations de communication que ces êtres entretiennent. Des êtres vivants et des relations qu'ils entretiennent. Tous ces êtres, depuis la plante la plus infime jusqu'aux esprits protecteurs de la forêt, sont des personnes, runa en quichua, qui vivent en communauté et développent leur existence de manière analogue à celle des humains. C'est pourquoi, poursuit le document, l'objectif est non seulement de préserver les territoires des peuples premiers, mais aussi la relation matérielle et spirituelle, que ces peuples tissent avec les autres êtres qui habitent la forêt vivante. L'important, on le voit, est ici la définition du territoire comme une forme de relation singulière entre humains et non-humains, se déployant dans un milieu de vie, plutôt que comme un espace délimité contenant des ressources à protéger ou à exploiter. Ça n'est pas exclu, bien sûr, ça fait partie aussi de la définition, pour des raisons évidentes. C'est d'ailleurs une proposition que j'avais faite moi-même il y a quelques années, à peu près en ces termes, la division du patrimoine de l'UNESCO, pour définir les territoires protégés dans l'archipel animiste. Je n'ai pas été entendu. Or, dans le même moment où les dirigeants de Sarayaku ont pris le parti de définir le milieu de vie de leur collectif comme un espace ouvert de relations entre humains et non-humains, ils ont aussi pris l'initiative de borner ce milieu de vie sous la forme d'un territoire, on pourra dire classique, en plantant à sa lisière des arbres à floraison contrastée qui formeront ainsi une limite visible du ciel. C'est le projet dit Frontières de vie, en quichua Sisa Nyampi, qui a démarré en 2006. Vous voyez ici le territoire donc, de Sarayaku qui est réclamé, et chacune de ces petites maisons de couleur est un site dans lequel est planté un cercle d'arbres avec une floraison contrastée qui pourrait être vue du ciel. Sarayaku est là, donc autour du village de Sarayaku, mais surtout sur la partie nord, pour une raison évidente, c'est que la partie nord est une zone d'intense prospection pétrolière. Alors, l'idée, évidemment, est très originale de planter des arbres à floraison contrastée pour qu'on puisse les voir du ciel et marquer un territoire. Et elle est biophile, si on peut dire, à première vue, mais on voit bien qu'elle aboutit à produire une sorte de mini-territoire westphalien, c'est-à-dire un grand quadrilatère d'usage exclusif et avec des limites intangibles, reconnaissables seulement lorsqu'il est vu en surplomb, lorsqu'il est vu d'avion, et en s'extrayant du milieu qu'il forme et des relations qui le constituent, en parfaite contradiction, évidemment, avec la définition du Kausak Sacha comme une forêt vivante. Autrement dit, on voit comment la territorialité se transforme du fait des obligations et des contraintes qui sont imposées à la territorialité animiste, en fait, du fait de la progression de la colonisation, de la prospection pétrolière en particulier,
et qui impose en somme à ces collectifs d'adopter, et c'est ce qu'on avait vu déjà dans des leçons antérieures, des formes de territorialité qui sont complètement contradictoires avec celles qu'elles réclament par ailleurs, la combinaison des deux étant évidemment une opération difficile. Voilà, je vais arrêter ici aujourd'hui. Je rappelle qu'il y a des vacances universitaires de printemps, et donc le cours va reprendre le 4 mai.